14h30, nous sommes de retour en ce jeudi 2 décembre. Soyez les bienvenus pour cette journée exceptionnelle, la journée des Digital Days consacrée aux chefs d'entreprise qui souhaitent entamer diverses démarches digitales. Et cette conférence qui nous réunit aujourd'hui aura pour sujet la blockchain, avantages et enjeux pour votre entreprise. Et je reçois aujourd'hui en plateau trois invités, trois experts sur le sujet. Je salue Miloud Baraka, directeur général de Falco NFT. Bonjour Miloud. Bonjour. Je salue également Claudia Bertol à la CCI Val-de-Marne, conseillère numérique. Bonjour Claudia. Bonjour Pierre. Et merci également à Julien Firov, vice-président entreprise développement pour Mastercard. Bonjour Pierre. Merci à tous les trois d'être nos invités et nos experts sur ce sujet de la blockchain, un tout nouveau sujet qui va, vous le verrez, révolutionner la science de l'information, les blockchains qui se déclinent déjà dans différents secteurs, des secteurs très variés, de l'agroalimentaire à la logistique, en passant par la culture, en passant également par la monnaie et bien d'autres applications. Nous le verrons avec nos invités. Mais avant de commencer, je vous ai présenté en quelques secondes, je vais me tourner vers vous pour que vous nous expliquiez un petit peu la fonction que vous occupez dans votre entreprise ou dans votre structure. Et je commence par vous, Claudia. Bonjour, donc effectivement, je suis Claudia Bertol, je suis conseillère numérique à la Chambre de commerce Val-de-Marne. Vous avez accueilli Naomi ce matin, donc c'est le même travail. Donc nous accompagnons les entreprises dans tout ce qui est stratégie digitale, les aider à mieux comprendre tous les enjeux en lien avec le digital et essayer de leur permettre d'atteindre des objectifs précis. Et ce sujet de la blockchain, justement, il est aussi traité, il commence à être traité effectivement. On s'y intéresse de plus en plus et on va essayer de proposer des choses l'an prochain, parce que c'est un sujet incontournable, et c'est pour ça qu'il est traité cet après-midi. Et nous allons vous l'expliquer et vous le présenter. Mais avant cela, je me tourne vers vous, Julien Firov, vous êtes vice-président entreprise développement pour Mastercard. Tout à fait. Eh bien, effectivement, je suis chez Mastercard France et je suis en charge de développer nos activités avec les acteurs publics et en particulier avec le gouvernement français. Début 2020, nous avons lancé un programme puisque nous nous sommes aperçus que les solutions et les produits que nous proposons peuvent être très utiles pour accompagner le gouvernement français dans ses politiques stratégiques. Et l'une de ces politiques, qui a encore pris plus d'ampleur depuis la crise Covid, c'est l'accompagnement à la digitalisation des PME. Merci Julien. Miloud, vous êtes directeur général pour Falco NFT. Vous allez nous présenter votre agence et votre activité. Exactement. Alors du coup, on a fait un constat très simple, c'est que ces dernières années, tout le monde parle de la blockchain. Les NFT sont arrivés il y a 5-6 mois, tout le monde n'entend parler que de ça. Personne ne sait comment ça fonctionne, ou du moins on a une vague idée. Pour certains, c'est la ruée vers l'or, pour d'autres, c'est une opportunité. C'est le flou, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de cadre. Et nous, l'idée, c'est de prendre du recul sur ce marché et proposer des solutions auprès, que ce soit d'entreprises, de personnalités ou d'artistes, d'arriver à réaliser au mieux leurs projets et en tirer un maximum, que ce soit en apprentissage, soit en bénéfice, s'ils ont envie de monétiser leur art à travers les NFT. Et justement, de la blockchain, on va en parler de façon très claire, de façon à ce que vous puissiez entrevoir de façon très simple ces enjeux. Ce sera peut-être l'occasion pour vous qui nous suivez en direct de poser des questions à nos trois experts réunis ici sur ce plateau pour les Digital Days. Alors on va peut-être commencer par cet exercice de définition, mais alors Claudia, qu'est-ce que la blockchain ? On entend beaucoup parler, c'est un enjeu majeur qui s'invite maintenant dans les débats économiques. Je vous laisse peut-être le soin de nous préciser, de nous expliquer ce qu'est la blockchain. Alors je vais essayer de le faire de façon claire, oui. Sans être trop longue. Donc la blockchain, en fait, c'est une technologie de stockage et de partage d'informations qui permet d'avoir une traçabilité de transactions donc qui ont lieu donc sur cette blockchain donc de façon chronologique. Donc on a une chronologie très précise des différentes actions qui ont eu lieu. C'est une technologie qui est décentralisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'organe central qui va chapeauter l'ensemble. C'est également un système qui est transparent, c'est-à-dire que tout le monde peut voir les différentes transactions qui ont pu avoir lieu sur la blockchain sans pour autant voir quels sont les acteurs réels. C'est-à-dire que A a donné que ce soit un actif quel qu'il soit à B, on ne sait pas qui est A, on ne sait pas qui est B, mais on sait qu'il y a eu une transaction qui a eu lieu tel jour à telle heure
de tel montant ou sur tel type d'actifs, et que c'est B qui a pu récupérer les éléments. Et donc chaque transaction est enregistrée dans un bloc. C'est pour ça qu'on parle de blockchain, puisqu'il y a plusieurs blocs qui se font suite. Et chaque bloc est créé avec, on va dire, une sorte d'empreinte, on appelle ça un hash, une empreinte du bloc précédent. Et tout ça est sécurisé. Quand on parle de système de gouvernance décentralisé, c'est que finalement ce système n'appartient à personne. Là où il appartient à personne et il repose en fait sur la confiance. Oui. La confiance qui est liée au fait que tout repose sur un réseau. Donc c'est un réseau d'ordinateurs. Donc il y en a des milliers, peut-être même des dizaines de milliers, donc à travers le monde. Chaque ordinateur, on les appelle en fait des nœuds. Chaque ordinateur comporte une copie de la blockchain depuis son origine. Donc cette blockchain, elle est mise à jour régulièrement. Et parmi ces ordinateurs qui sont donc des nœuds, il y en a certains qui sont des mineurs qui vont valider les différentes transactions, en tout cas les différents blocs au sein desquels on va retrouver les transactions. Et le fait que cette blockchain soit présente en termes de copie intégrale sur chacun des nœuds fait que ça la rend infalsifiable. Très bien. Donc voilà. on continue. On a bien saisi effectivement ce qu'est la blockchain. Et si vous avez bien sûr d'autres questions, c'est le moment de nous les poser. Et je me ferai un plaisir de les relayer tout au long de cette émission. Alors, on parle de blockchain. On a parlé avec vous, Milou, de NFT. Existe-t-il finalement une différence entre la blockchain et les NFT, ou finalement c'est une déclinaison de la blockchain et les NFT? C'est exactement ça. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que la blockchain, c'est une technologie globale. D'accord. À laquelle il y a plein de champs d'application. D'accord. Dès qu'il y a transaction, il y a existence ou justification que la blockchain soit là. Et donc, la blockchain, on peut l'appliquer à l'art, par exemple. Oui. Donc, c'est un des champs d'application des NFT. Donc, un NFT, ça veut dire un token non fongible, donc non-fungible token. C'est juste ça, rien de bien compliqué. Et donc, en gros, on n'a plus besoin de prouver de certificat d'authenticité, puisque c'est la blockchain qui prouve qui est l'émetteur, qui est le détenteur. Et donc, du coup, par là même, on arrive à justifier de chaque œuvre qui a été créée par un artiste. Donc, c'est gravé dans le marbre en termes de sécurité. C'est inviolable. C'est optimal, c'est ça, exactement. C'est inviolable, c'est consultable par tous. Et donc, ce qui est beau, c'est que les NFT, qui est un champ d'application de la blockchain, se découlent en plein de catégories différentes. Et donc, on va avoir des NFT qui sont utiles, donc qui ont une utilité. Par exemple, ça peut être un NFT qui va être servi comme excuse pour faire une levée de fonds. D'accord. Par exemple, ça peut être utilisé aussi, peut-être un sujet un peu abstrait, mais la métaverse aussi. Oui. C'est un des champs d'application des NFT. On a du web aussi. Voilà. Après, il y a une société qui est très connue qui s'appelle Sorare. C'est un jeu de collection de cartes à travers des NFT et qui permet d'être un play to earn. Donc, ils ont mélangé et l'aspect collection et l'aspect play to earn. Voilà, vous avez compris, en fait, les NFT, c'est un champ d'application de la blockchain. Donc on est sur des enjeux de sécurité, on l'a bien compris, de transparence, et on le verra aussi sur les champs d'application, peut-être pour élargir sur l'aspect bien sûr professionnel, mais également peut-être un peu plus grand public, et on aura de tas d'exemples à citer et à partager avec vous. Mais avant ça, je me tourne vers vous, Julien, puisque on parlait de champs d'application de la blockchain pour les entreprises, et vous, avec Mastercard, vous avez développé un produit Proof of Provenance. Est-ce que vous pouvez justement nous en dire plus pour qu'on puisse saisir concrètement là maintenant ce que les acteurs du marché, comme Mastercard peuvent proposer aux entreprises qui nous suivent et qui nous regardent? Tout à fait. Alors c'est intéressant parce que Miloud et Claudia ont parlé de transparence, ont parlé d'enregistrement de chronologie, ont parlé de sécurité, d'inviolabilité de l'information. Vous allez voir que dans ce que je vais vous exposer, on utilise exactement tout cela. D'accord. Donc effectivement, Mastercard a lancé un produit qui s'appelle Proof of Provenance, ou la preuve de provenance. De quoi s'agit-il? Il s'agit justement de créer de la transparence, de créer de la sécurité, de la confiance et de générer des informations en temps réel dans la chaîne logistique. D'accord. Dans les chaînes logistiques, en fait. On peut choisir plusieurs types de chaînes logistiques, ça peut être applicable à différents types de chaînes logistiques. Du producteur au consommateur. D'accord. Ça peut concerner les produits agricoles, ça peut concerner des matières premières, ça peut concerner des produits précieux, ça peut concerner des produits de luxe, par exemple. À partir du moment où on a besoin de vérifier l'origine d'un produit et de le tracer tout au long de son parcours dans la chaîne logistique. En plus, on optimise le circuit d'information, puisque là, on est sur un système qui est finalement qui est centralisé, malgré finalement la décentralisation de l'information, si je peux me permettre. Ouais. Alors oui, tout à fait. Alors nous utilisons des partenaires qui, eux, sont sur le terrain. D'accord.
et qui ont l'habitude de mettre en place des capteurs d'informations. Par exemple, des puces RFID qui vont être positionnées sur des animaux, si on est sur une preuve de provenance d'un animal, d'un élevage, ou bien sur des produits, sur des matières. Ces partenaires vont capter l'information, vont nous l'envoyer via des API, et nous allons effectivement la positionner dans la blockchain pour l'enregistrer de manière inviolable. Et ça va permettre de savoir précisément, à un moment, à n'importe quel moment, où se trouvait un produit, où il était localisé, quelles étaient ses conditions de stockage, etc., etc. Oui, donc ça améliore effectivement efficacement le partage de l'information sur un produit comme celui que vous avez cité, quand différents acteurs interviennent au moment de la production et de la distribution de ce produit. Je vous propose peut-être d'élargir effectivement là le sujet à tous les deux sur les champs d'application de la blockchain. On a effectivement évoqué avec vous le secteur de l'agroalimentaire, mais il doit y en avoir peut-être d'autres, Claudia. En fait, si on parle de façon, on va dire un petit peu large, pour resserrer par la suite, on a le secteur bancaire. Oui. La blockchain peut servir en fait à valider des transactions sans avoir besoin de ce qu'on pourrait appeler une chambre de compensation, ce qui fait que par exemple votre virement il va arriver quasiment tout de suite sans avoir besoin d'attendre 2 jours. Au niveau des assurances, on a AXA, alors je crois que ça devait être en 2017, qui avait proposé, sans faire de pub, qui avait proposé un produit permettant à ses utilisateurs d'être remboursés quasi immédiatement lorsqu'ils prenaient l'avion et lorsque l'avion avait donc un retard. D'accord. On a parlé de traçabilité, donc on a la purée mousseline qui a entre Nestlé et Carrefour qui a bénéficié donc d'une traçabilité spécifique. On a également Carrefour qui a mis en place un système de traçabilité sur certains produits d'une gamme. Donc vous pouvez trouver des poulets, des tomates, des œufs. Donc avec un système de QR code permettant de savoir d'où provenaient en fait les produits, quel était le producteur, à quel moment ils avaient été emballés, etc., etc. Donc en termes de champ d'application, il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent intéresser les entreprises aujourd'hui. Il n'y a plus du tout de filtre en fait dans la façon dont en fait l'information circule. Non, et c'est un vrai besoin compte tenu de différentes problématiques qu'on a tous en tête et une vraie demande aussi des consommateurs aujourd'hui. Et qui va forcément développer une véritable économie. Milou, d'autres champs d'application peut-être un tout bête, la crypto-monnaie, on en parle tout le temps. On y reviendra après d'ailleurs. Ah ok, on en reviendra. On peut en parler déjà maintenant. Ah ok, je savais pas. Okay. Allez-y. Je pense à la crypto-monnaie, tout simplement. En fait, je pense que tout le monde parle du Bitcoin aujourd'hui. Oui. Donc le Bitcoin est basé sur une blockchain. Donc en fait, comme je disais, la blockchain, ça peut supporter plusieurs champs d'application, notamment les développements de jeux vidéo. D'accord, ça aussi il faut pas l'oublier. Il y a une chaîne qui s'appelle Poly aujourd'hui qui est assez intéressante sur laquelle on peut investir. Et en fait, ce qui est cool, c'est que de la blockchain peut naître un écosystème en fait de services autour desquels il y a des transactions. Exemple, on peut créer un jeu vidéo sur une blockchain, utiliser la blockchain pour créer une monnaie virtuelle mais réelle qui va te permettre d'être utilisée dans le jeu vidéo ou dans l'écosystème en question. Et donc du coup, on va créer toute une chaîne de valeur autour de la traçabilité, etc. Et en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, qui est très important, je tiens à le préciser, c'est qu'une crypto-monnaie, grâce à la blockchain, quand on en possède, on en est réellement propriétaire. Oui. C'est ça la différence, c'est pas une écriture scripturale. Et ça, c'est unique, c'est vraiment, c'est la preuve que dans ton wallet, tu possèdes cette monnaie. Vous m'avez parlé en ma préparation de cette émission de tennis et de sport. Il se passe quelque chose aussi concrètement, c'est ça, dans le tennis Alors, c'est pas forcément dans plein de sports différents, notamment aux États-Unis. Il y a la NFL qui s'est saisie de tout ce qui est NFT. Ils ont créé leur propre plateforme avec des joueurs. Ils ont immortalisé en fait des matchs en vidéo comme ça qu'ils ont transformé en NFT, qu'ils ont monétisé. Pareil, là aujourd'hui, je crois qu'il y a Marvel qui a rejoint la danse. Il y a vraiment de gros acteurs aujourd'hui qui s'intéressent aux NFT. Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Nike. Je veux dire, tout le monde en fait aujourd'hui. On est en train de développer des produits en fait uniques et nouveaux. Exactement. Non, mais par exemple, un des champs d'application concrets que je peux donner aux entrepreneurs et aux personnes qui ont des entreprises, c'est ne serait-ce que créer une sorte de carte de fidélité basée sur de la crypto-monnaie. C'est incroyable. Le potentiel de cet outil-là serait incroyable auprès de consommateurs.
D'accord. Voilà. On reviendra sur cette crypto avec forcément parmi la plus connue le Bitcoin, mais il y en a d'autres. Et on y reviendra également pour celles et ceux qui nous suivent, qui se posent peut-être la question, faut-il que j'accepte les paiements en crypto? On y reviendra. Mais avant cela, pour vous, Claudia, la transparence et la sécurité sont de véritables avantages de la blockchain. On l'a vu grâce à ce modèle de gouvernance décentralisée. Quels sont finalement les gains? On les a un peu entrevus, mais pour les entreprises et les consommateurs, pour celles et ceux qui nous suivent et qui disent bon, est-ce que je suis légitime finalement à développer des solutions blockchain, moi qui une petite structure, j'arrive pas à voir, on parle de grandes sociétés, de grandes entreprises, quels sont les gains qu'on peut attendre? Les gains, il y a des gains en termes de rapidité et d'exécution. Donc, on va en parler tout à l'heure. Donc, les smart contracts. Donc, donc je vais pas définir ce que c'est maintenant, mais le fait que il y ait des opérations qui soient automatisées en fonction d'actions préalables. Oui. Donc, en gros, vous n'avez pas à vous en préoccuper. Ça se fait automatiquement à partir du moment où certaines règles qui ont été définies s'appliquent. Oui. Donc, vous gagnez du temps. Il y a également le fait de pouvoir se passer de certains intermédiaires. Qui prendrait une commission pour le service rendu. Donc, si je prends l'exemple d'une société qui fait appel à des chauffeurs de véhicules pour des particuliers, qui en fait chapeautent l'ensemble des chauffeurs, cet ensemble de chauffeurs pourrait dire, nous on se rassemble, on fait pas appel en fait à cette société centralisatrice, et puis on travaille ensemble sur une blockchain pour faire en sorte que quand il y a des commandes de courses, et en fait, ça se gère par ce biais-là. Et puis, on récupère 30% par rapport à la commission qui nous est prise en temps normal. Voilà. Oui, donc, c'est bon. C'est un exemple. Donc, en termes de gain de temps et gains financiers, ça peut être super intéressant. Ouais, effectivement. Et d'ailleurs, est-ce que justement, pour se saisir un petit peu des enjeux, parce que ça bouscule forcément beaucoup de choses, des aspects juridiques, logistiques, est-ce que là, Miloud, notamment sur ces dossiers-là, donc on a déjà des cadres un petit peu. Alors c'est la bonne question. Sur l'aspect juridique, forcément, c'est nouveau. C'est nouveau. Donc il y a un champ des possibles qui est assez incroyable. Ouais. C'est exactement ça. C'est clairement le Far West. Il y a du bon comme il y a du mauvais dans chaque innovation. Ouais. D'accord. Donc encore une fois, tout dépend de votre objectif et ce que vous voulez faire. Quoi qu'il arrive, c'est pas parce que la blockchain est une technologie intéressante qu'il faut forcément le forcer à se l'impliquer, à se l'implémenter. Oui. C'est quand il y a un souci de transparence et de transaction auprès de vos services ou de vos consommateurs qu'il y a une réflexion à faire dessus. D'accord ? Faut pas plus compliquer la tâche, etc. Donc s'il y a une réflexion autour de ça, c'est intéressant de s'intéresser à la blockchain. Pour ce qui est de l'aspect juridique, aujourd'hui, on sait qu'il y a une catégorie qui a été créée qui s'appelle des crypto-actifs. D'accord ? Donc ça, c'est reconnu auprès de l'Europe et de la France, mais ça s'arrête là. C'est très compliqué d'aller plus loin parce qu'on ne sait pas du coup comment les catégoriser. Et si on ne sait pas les catégoriser, on ne sait pas quelle fiscalité appliquer dessus. Donc est-ce que les NFT, c'est vraiment une œuvre d'art ? Est-ce que c'est un cryptoactif ? Est-ce que c'est une action ? Parce que forcément, une NFT, ça prend de la valeur dans le temps. Il y a des royalties qui sont versées chaque année, chaque mois. Donc du coup, ça peut être carrément comparé à une action, mais aujourd'hui, on ne sait pas le catégoriser. D'accord. Donc il y a vraiment un flou sur ce qu'on peut faire avec réellement. Donc pour l'instant, le potentiel est présent, il le sera à l'avenir, et bien évidemment qu'il y a une régulation qui va être effectuée pour ne serait-ce que permettre de catégoriser quelles actions faire et comment le mettre. Déjà, je sais que d'un point de vue comptable, ça se range dans la case des immobilisations. C'est un actif. Ah, j'ai perdu le nom, désolé. C'est une immobilisation. Un actif immobilisé. Ouais, un actif immobilisé, exactement. Voilà. Ah, justement, quand je parle d'aspect juridique, je pense à RGPD. C'est RGPD, c'est pas RGPD. C'est clairement RGPD. Là, c'est le stade ultime de. Le stade ultime. C'est clairement RGPD compliance. On peut pas faire mieux. C'est-à-dire que tout est anonymisé, tout est consultable par tout le monde, et il y a une traçabilité. C'est incroyable. On a résolu tous les problèmes en une fois. D'accord. Donc on est dans les clous. À 100%. On est à 100%. Vous parliez justement de smart contract. C'est peut-être le moment tous les deux de nous définir qu'est-ce qu'un smart contract. Alors, il peut y avoir un petit abus de langage parce qu'en fait, on parle de smart contract, donc contrat intelligent, c'est pas un contrat. En fait, c'est un programme qui est lié à une blockchain. D'accord. Et en fait, c'est un programme au sein duquel on va définir des règles
va définir des règles d'application. On va dire par exemple, si donc je reprends l'exemple des retards de vol évoqués tout à l'heure, si tel vol a tant de minutes de retard, alors c'est du si alors, c'est de la programmation. Alors le client qui sera détenteur de ce billet de vol recevra tant. D'accord. Voilà. Et donc ça, c'est applicable à tout ce qui est automatisable. Donc ce client-là n'a plus besoin de contacter son service client pour faire la démarche de faire de la paperasse, donc gain de temps aussi pour le client, de la paperasse pour être payé au bout de 3 mois. Il n'a pas besoin de se battre pour récupérer 200 €. Ça se fait automatiquement. Ah oui, donc là, on est sur un véritable gain qui est concret pour le consommateur et aussi plus efficace pour l'entreprise. Exactement. Parce qu'on peut s'affranchir aussi de certaines charges complexes et lourdes. On peut trouver une application, de ce dispositif aussi dans le produit Proof of Provenance de Mastercard, où l'idée est que lorsque on a détecté la présence du produit à un endroit donné, on peut générer automatiquement un paiement au fournisseur. D'accord. Donc le produit, la matière entre dans le hangar de l'acheteur, on génère automatiquement un paiement vers le fournisseur, ce qui lui permet de récupérer son argent plus rapidement. On accélère les flux financiers. Et justement, par rapport à ce programme-là, est-ce qu'il faut avoir des compétences particulières en la matière quand je suis chef d'entreprise et que finalement je découvre le sujet aujourd'hui, jeudi 2 décembre à 14h50 et que finalement j'y vois un intérêt particulier? Est-ce que, Julien, il faut avoir des compétences particulières? Comment je dois faire si je suis intéressé pour développer ce produit chez vous? Eh bien, c'est toute la beauté, je dirais, de la blockchain, c'est qu'en fait, on peut l'utiliser sans être un expert des algorithmes blockchain. D'accord. Et en particulier, si on prend le cas de l'agriculture, je vais vous donner une illustration qui vous montre qu'on peut utiliser des dispositifs qui intègrent de la blockchain sans avoir affaire à des experts. Nous avons travaillé avec l'État du Zimbabwe, qui a rencontré une situation particulière. En 2018, il y a eu une tique qui a infecté le bétail. Ils ont perdu 50 000 têtes de bétail. Et ceci étant, ils ont en parallèle perdu la confiance des marchés, et notamment des marchés de l'Union européenne, auprès desquels ils exportaient leur production de bétail. Le gouvernement du Zimbabwe a voulu agir et faire en sorte de reconquérir la confiance des consommateurs et des marchés internationaux. Et donc, il s'est adressé à différents opérateurs et Mastercard est intervenu donc pour les aider dans cette démarche. Et nous avons mis en place donc ce dispositif Proof of Provenance avec les producteurs, les éleveurs du Zimbabwe, donc qui sont pas du tout des experts de la blockchain, vous vous doutez bien. Et en fait, ils ont simplement dû apprendre à positionner une puce RFID sur les oreilles de leurs animaux et à utiliser un petit pistolet qui est capable de détecter, en fait, de lire des codes barres ou des QR codes pour associer une démarche de vaccination ou de soins à chaque animal, ce qui permet de garantir une traçabilité en fait des soins réalisés tout au long de la vie de l'animal et donc de regagner la confiance en fait des marchés et d'assurer que la production va être de bonne qualité. D'accord, c'est ce qui a permis le rebond. Le rebond et la relance. On le voit avec un cas bien concret. Au final, moi j'ai envie de vous demander, Milou et Claudia, finalement une entreprise de l'information, elle en crée tous les jours, ne serait-ce que par un acte d'achat quand elle enregistre un paiement via un consommateur. C'est l'affaire de toutes les sociétés. En fait, en vous écoutant parler, j'ai envie de dire que finalement tout le monde peut être concerné par la blockchain. Ça peut révolutionner finalement la façon de gérer sa société, sa relation vis-à-vis du consommateur, c'est ça? En fait, c'est pas ça peut, c'est ça va le faire. Ça va le faire, ouais. C'est qu'une question de temps, en fait, Ouais. le temps que ça s'adopte et que ça soit démocratisé. Aujourd'hui, il y a que 120 millions d'utilisateurs de crypto-monnaies dans le monde. D'accord, oui. Bah, c'est ridicule. C'est très Contrairement au vu du volume de transactions qu'il y a à l'international. Et puis même au-delà de ça, en tant qu'entreprise, c'est vrai que la question a été posée tout à l'heure, est-ce que j'accepte ou pas de la crypto-monnaie comme paiement? Est-ce que je créerai pas moi-même ma propre crypto-monnaie? En fait, moi je trouve qu'il faut revenir aux basiques. Donc, qu'est-ce qu'une monnaie en fait? À quoi ça sert? En gros, c'est juste quelque chose qui va matérialiser une transaction et en laquelle on a une confiance. Si aujourd'hui on utilise des euros, c'est que j'ai confiance en la valeur que ça a et parce que tout le monde l'accepte. Voilà. Donc c'est ça en fait par définition. Donc du coup pareil pour une crypto-monnaie ou pour un token. Donc un token c'est juste le nom anglais pour dire une monnaie qu'on va développer en interne. Si aujourd'hui j'ai des centaines de millions de clients et qui font confiance à ma société et qu'on a des transactions tout le temps, ben ça devient un sujet intéressant de se dire qu'on va développer notre propre monnaie pour fluidifier les échanges.
Bon, on le voit, les crypto-monnaies qui sont invitées dans le débat économique, avec beaucoup de réticence pour certains et beaucoup de passion pour d'autres, des commerçants qui ont également accepté des paiements de crypto parmi les plus célèbres, Bitcoin, Ethereum, Cardano et même Elon Musk qui a un peu affolé les cours avec... Il y a beaucoup de com, quand même. Ouais, beaucoup de com aussi, c'est ça. Mais vous, quel est le conseil que vous pouvez justement donner? Parce qu'on est face à des cours qui sont extrêmement volatiles. Est-ce que vous préconisez, vous, tous les deux, en termes de paiement, la crypto-monnaie pour les commerçants qui nous regardent, par exemple? Alors moi, je vais pas faire de conseils. Ouais. Je vais par contre peut-être plus parler du cadre pour donner des billes, parce que chaque commerçant et adulte responsable, et c'est aussi, je pense, l'intérêt aussi de cet échange, c'est de faire prendre conscience aux gens des enjeux et leur donner envie de creuser et de prendre aussi leurs propres informations, parce que le sujet est complexe. On en a parlé rapidement tout à l'heure. En fait, tout ça c'est un mélange de beaucoup de choses. Effectivement, il y a la fiscalité. Aujourd'hui, si vous êtes commerçant ou entrepreneur et que vous décidez d'accepter les paiements en crypto, est-ce que vous allez le faire régulièrement et donc dans quelle case vous allez rentrer au vu de la fiscalité? Est-ce que vous allez le faire une fois de temps en temps et du coup, est-ce que vous allez être considéré comme un particulier? Si vous êtes un particulier, faut avoir en tête qu'à partir du moment où il y a une plus-value sur... vous faites une plus-value en termes de crypto et qu'après vous repassez dans ce qu'on va appeler les monnaies fiat, donc en euros ou en dollars, vous êtes imposé à ce qu'on appelle la flat tax, donc c'est 30%. Donc ça a aussi un impact. Donc il faut voir fiscalement parlant quels sont les impacts pour vous. Pareil au niveau du chiffre d'affaires, est-ce que vous allez avoir un chiffre d'affaires en euros et en crypto? Est-ce que vous passez tout en crypto? À quel moment vous allez faire la conversion crypto euro? Parce qu'en fait, si vous faites la conversion tout de suite après la transaction, vous allez vous y retrouver. Mais si vous vous dites, en fait, je vais attendre un temps un petit peu favorable que ma crypto soit en flèche pour quelque part faire une plus-value, vous pouvez prendre un risque. Mais comment est-ce que ça va être vu au niveau fiscal? Si vous décidez de conserver votre crypto pour échanger en crypto après, c'est pareil. Comment est-ce que ça va être perçu? C'est vraiment le Far West. Après, la question qui va se poser aussi, comme le disait Milou tout à l'heure, il faut qu'il y ait un vrai intérêt. Moi j'ai tendance à dire, dans le digital, quand on prend une décision, il faut savoir pourquoi on la prend. Donc, si on accepte la crypto aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on le fait? Est-ce que c'est pour faire de la com, pour qu'on parle de moi? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas non plus tant de petites entreprises que ça qui acceptent les cryptos. Est-ce que c'est parce qu'il y a un besoin, il y a une demande de la part de mes clients? Si oui, il faut avoir une typologie de clientèle en tête. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les cryptos, c'est on va dire un milieu qui est plutôt masculin. Il y a de plus en plus de femmes qui s'intéressent en fait à ce sujet-là, mais on est entre guillemets quand même en minorité. Ça veut dire que si votre clientèle est plutôt féminine, peut-être qu'en fait ça aura pas trop de sens. Si vous faites du commerce à l'international, il y a certains pays qui ont interdit purement et simplement les cryptos. Il y en a d'autres pour lesquels ça a le vent en poupe, notamment tous les pays dits émergents qui ont des difficultés en termes de, on va dire, de monnaie plutôt faible, au sein desquelles les habitants n'ont parfois pas accès à des services bancaires les plus basiques, comme le fait d'avoir un compte, peuvent utiliser les crypto-monnaies pour échanger de pair à pair. Donc il y a tous ces éléments-là à avoir en tête avant de prendre une décision. Et encore une fois, c'est le Far West, donc on est un peu 20 ans en arrière avant le démarrage d'Internet. Il y a plein de choses qui sont en cours de développement, mais il faut commencer à s'y intéresser dès maintenant pour prendre les bonnes décisions. C'est tout nouveau, c'est flou, mais il est vraiment très important de s'y intéresser. Ça me fait penser justement au Salvador qui acceptait justement la crypto-monnaie Bitcoin. C'est exactement ça. Comme crypto-monnaie officielle de l'État du Salvador. Est-ce que vous avez peut-être la recette magique? Est-ce qu'on peut expliquer les cours et la volatilité de certaines cryptos, par exemple? Comment on peut les expliquer là où en bourse, en vrai, sur le marché, c'est pas on a des explications sur les conjonctures économiques Non, mais en fait, c'est la même chose. C'est un marché financier. Faut pas se compliquer la tête. Il y a de l'offre et de la demande. Il y a de la communication qui est faite. Oui, mais là où en bourse, on peut expliquer parfois des baisses de cours d'action. Est-ce qu'on peut les expliquer? Bah oui, tout s'explique. Comme dit, en fait, c'est des mécaniques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, une monnaie, elle dépend de la valeur que les gens leur donnent et la confiance qu'ils ont en la monnaie en question. Donc, ce qu'il faut se dire aujourd'hui, c'est que les crypto-monnaies, il y en a plein.
il y a ce qu'on appelle des shitcoins. C'est un peu vulgaire, mais en gros, ça veut dire une monnaie qui n'a aucune valeur, qui est juste, je pense au Shiba, par exemple. Tout le monde en parle, tout le monde a connu. Il y en a qui sont devenus extrêmement riches avec, et des gens qui sont devenus extrêmement pauvres. C'est un peu comme une pyramide de Ponzi. Le dernier arrivé, il a perdu, quoi. Grosso modo, c'est un peu ça l'histoire. Mais de l'autre côté, il y a des crypto-monnaies qui ont un vrai projet, une vraie utilité. Comme on parlait de rapidité de transaction, traçabilité, suivi, etc., etc. Donc là, tout ce genre de crypto-monnaies sont vouées à se valoriser dans le temps, parce qu'elles ont une utilité, d'accord ? Et du coup, ce qui explique la volatilité, c'est clairement, c'est un marché, c'est l'offre et la demande. Aujourd'hui, j'en achète, demain, j'en revends. Il y a une information qui va sortir sur un nouveau partenariat, un nouveau champ des possibles d'application. Les investisseurs ont envie d'acquérir de cette monnaie, et donc du coup, le cours il va augmenter. Et à l'inverse, une fois qu'on entend une mauvaise nouvelle, comme sur le marché classique de la bourse, et on va vouloir revendre cette monnaie parce qu'on sait qu'elle sera moins utile à ce moment-là. Si je peux juste compléter, le Bitcoin, donc là, il y a la monnaie Bitcoin et puis la blockchain Bitcoin, a vu le jour, on va dire, en 2008. Donc on a quand même un tracking depuis 2008. Et il y a des grosses tendances qui ont été dessinées, même si ce qui s'est passé hier présage pas du tout de ce qui se passera demain. Mais on a vu que lorsque le Bitcoin monte en flèche, derrière, on a ce qu'on va appeler aussi les altcoins, donc des monnaies qui sont, on va dire, plus secondaires, qui suivent un petit peu la même courbe. Et puis, on va avoir deux grandes tendances. Donc, effectivement, la montée en flèche qu'on va appeler le bull market, et puis le bear market, où quand tout va se casser la figure. Donc, on sait que de toute façon, c'est cyclique et qu'effectivement, il y a l'offre et la demande, il y a la psychologie aussi énormément, les effets d'annonce, la communication, le marketing. Et il y a de plus en plus de projets et énormément de projets qui voient le jour quotidiennement. Il y en a qui disparaissent aussi. C'est hyper compliqué de s'intéresser à tout. C'est impossible. C'est impossible. On ne peut pas avoir la tête partout. Donc il y a une question aussi de centre d'intérêt, et vraiment. Essayer d'avoir en tête, sans donner de conseils, encore une fois, qu'il y a l'intérêt du client final qui est à prendre en compte quand on s'intéresse à des projets, quoi. Il est 15h02, je vous invite à celles et ceux qui nous suivent en direct à leur poser toutes vos questions. Il se fera un plaisir d'y répondre si certains éléments et certaines notions abordées et approchées ne sont pas clairs. Je me tourne vers vous, Julien. On parlait justement de votre offre pour Mastercard, la Proof of Provenance. Quels sont justement les retours à date de vos clients qui ont testé, qui ont justement utilisé votre produit ? Oui, tout à fait. Alors, je peux vous donner quelques exemples. On travaille avec une entreprise aux États-Unis qui s'appelle Food City, qui est un distributeur alimentaire et qui est très content d'utiliser ce dispositif parce que ça lui permet en fait d'avoir une extrême confiance dans les produits qu'il met en rayon pour sa clientèle. Ce qu'il faut savoir, c'est que le dispositif que l'on propose est capable de mesurer pour un produit, notamment un produit frais, les séjours qu'il a réalisés à l'intérieur d'un hangar, à quelle température, à quel taux d'humidité, etc. Donc on sait exactement si le produit a été conservé dans des bonnes conditions, permettant de préserver toutes ses qualités alimentaires et puis toute sa sécurité alimentaire, ce qui est très important pour un distributeur qui vend des produits alimentaires à sa clientèle. L'autre élément que cette entreprise Food City nous fait comme retour, l'autre point de retour qu'ils nous font, c'est que en cas d'incident, puisque ça peut toujours arriver, un incident, un produit qui a une défaillance de fabrication, y compris un produit alimentaire, on le sait, il y a des rappels, exactement. Eh bien, lorsqu'il y a des rappels de produits, le fait d'avoir utilisé ce dispositif de traçabilité extrêmement précise permet d'accélérer la procédure de rappel et voire d'arrêter les produits avant même qu'ils arrivent en rayon. Donc c'est un avantage considérable pour un distributeur de ce type. Oui, donc ça évite beaucoup d'incidents auprès du consommateur et ça optimise effectivement après l'action auprès justement des collaborateurs et collaboratrices de cette société de distribution. On peut évoquer, si vous voulez, un autre cas qui est une entreprise qui s'appelle Topco, qui est une coopérative alimentaire aussi. Et là, c'est dans le domaine de la pêche et de la pêche durable. Là, la démarche est un petit peu différente. L'idée, c'est qu'ils sont partis du constat que à peu près 35% des produits de la mer sont mal étiquetés dans les étalages. C'est-à-dire que la provenance indiquée n'est pas exactement celle réelle. Et par ailleurs, on sait que les consommateurs, en fait, une enquête a montré que les consommateurs sont prêts à payer plus cher pour un produit dont ils ont la certitude de provenance. Et en fait, avec cette solution, les pêcheurs et les entreprises de pêche qui sont, je dirais, vertueuses et qui respectent les règles
la pêche durable, donc ils vont pêcher dans les zones où ils n'altèrent pas la reproduction des espèces, etc., peuvent se différencier des autres entreprises et peuvent communiquer donc sur la qualité de provenance de leurs produits, sur le respect de la démarche durable et aussi sur la qualité de l'ensemble de la chaîne logistique jusqu'à l'étalage pour le consommateur final, donc garantir la température, les conditions de conservation du produit de la mer. Oui, donc on voit effectivement les effets positifs de ce seul unique registre qui concentre l'information du début jusqu'à la fin et qui a de véritables effets positifs, comme je le disais. Ça fait combien de temps d'ailleurs que le produit Mastercard Proof of Provenance fait Ce produit existe depuis environ 2-3 ans. 2-3 ans, oui. Donc il y a quand même déjà du recul. Voilà, on voit effectivement au travers de vos témoignages que ça y est, les solutions sont concrètes et sont déjà développées. Vous nous parlez de sociétés aux États-Unis, c'est cela ? Tout à fait. Et aujourd'hui, le produit est disponible en Europe. Alors on a plutôt, effectivement, comme Mastercard est une entreprise d'origine américaine, les premiers clients étaient aux États-Unis, mais la solution est tout à fait disponible pour être utilisée en Europe désormais. Voilà. Mais écoutez, pour celles et ceux qui nous suivent, vous aurez l'occasion aussi, à l'occasion de ces business meetings, d'aller voir toutes nos solutions. Je vous y invite. Vous avez jusqu'à 19h pour aller à la rencontre de nos professionnels et de nos partenaires. Je me retourne vers vous, Claudia et Milou. Alors on en a un petit peu parlé, on a saisi les potentialités, mais si on doit un petit peu synthétiser justement l'intérêt, pourquoi doit-on s'y intéresser maintenant et pas après ? On avait un élément de réponse avec vous, c'était finalement Internet d'il y a 20 ans, attention, parce que se saisir de ces enjeux trop tard, ça peut à tout moment finalement, on va dire, rendre un peu à la traîne votre société dans quelques années, c'est cela ? Oui, ne serait-ce qu'en termes d'image, comme on l'a vu et comme il l'a dit, il y a de plus en plus de personnes qui s'y intéressent. Oui. Même si le sujet paraît complexe au préalable, il l'est. En prenant des informations, on comprend un petit peu plus quels en sont les contours, les potentialités, etc. Et une entreprise qui se dirait, en fait, non, moi, ça me concerne pas, ça m'intéresse pas, et on voit ce que ça a donné pour les entreprises qui se sont dit la même chose il y a une vingtaine d'années. Donc, il ne s'agit pas forcément de s'y mettre tout de suite. Comme on le disait aussi, c'est s'y mettre pour quoi faire, quel est l'intérêt, mais au moins de s'y intéresser pour comprendre et suivre les développements, parce qu'il y a de plus en plus de développements et de cas concrets d'application en fait qui voient le jour. Ça va très très vite, ça va vraiment, c'est difficile à suivre au quotidien, ça va vraiment très vite, mais il y a des choses qui sont hyper intéressantes pour tout un tas de secteurs d'activité, et c'est pas parce qu'on est une petite structure que on peut pas en tirer également son profit. On le voit au travers de vos solutions et de Mastercard et de Proof of Provenance. Oui. Pour compléter ce que Claudia disait, il y a quand même un truc sur lequel j'ai envie d'attirer l'attention, où il y a quand même une urgence dans la rapidité d'exécution, c'est la sécurisation de ce que j'appelle votre crypto-réputation. Aujourd'hui, il y a des noms de domaine crypto. D'accord. Comme il y a des noms de domaine classiques. À l'heure actuelle, quelqu'un qui est assez malin, il peut s'amuser de racheter des noms de domaine, pléthore de noms de domaine. Le jour où vous aurez envie d'avoir une présence dans la crypto-monnaie ou dans la métaverse, mais quoi qu'il arrive, une présence crypto sera forcément un jour d'actualité, vous serez dans l'obligation de payer des sommes soit considérables, soit de devoir changer de nom de votre société. On l'a vécu il y a 20 ans. On l'a vécu il y a 20 ans. Enfin, des petits malins qui avaient acheté des noms de domaine et puis qui ont pu négocier ou pas, sachant que là, aujourd'hui, ça coûte une quarantaine d'euros. Ouais, entre 40 et 100 euros, c'est pas bien cher. Et à l'inverse aussi, par rapport aux NFT, parce qu'on faisait le parallèle aujourd'hui, il y a des personnalités connues qui sont venues nous voir parce que des gens ont détourné leur image pour vendre justement ces NFT. D'accord. Mais le problème se pose où ? C'est qu'on peut pas dire que c'est un faux, parce que la personne qui a créé le NFT, c'est la blockchain qui le prouve que c'est lui le créateur. Donc allez traquer ce que j'appelle un wallet, c'est impossible. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est pour ça qu'il y a tous ces sujets-là où peut-être pas investir réellement de l'argent et du temps, mais au moins avoir en tête qu'il y a un aspect sécurisation qu'il est important de faire et que c'est pas forcément coûteux, et quoi qu'il arrive, ça vous portera pas préjudice, mais à l'avenir, ça pourrait vous porter préjudice. Donc c'est pour ça qu'il faut s'y intéresser. Être capable un petit peu d'anticiper tous ces... Clairement. D'autant qu'il y a, à la fois, c'est un peu paradoxal, c'est-à-dire qu'on parlait RGPD, effectivement, on est au summum de l'RGPD, mais en même temps, il y a une espèce de flou juridique, j'ai l'impression, autour de tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'une crypto a mon nom qui m'échappe parce que, justement, le nom n'a pas été déposé. Il y a des solutions, après, il y a des solutions aujourd'hui pour sécuriser un minimum. C'est pour ça qu'on accompagne aussi des entreprises et des sociétés à sécuriser par rapport à ça, mais un truc tout bête, tout comme Instagram propose la pastille bleue pour dire que j'ai un profil vérifié. Aujourd'hui, la plateforme qui s'appelle OpenSea, qui est un des leaders aujourd'hui sur le marché pour acquérir des NFT, permet de vérifier certains profils. D'accord. Voilà. Oui. Donc pour se dire, certes, cette création-là est authentique,
mais la vraie personne derrière ça, c'est celle-là. Donc on la distingue. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, il y a quand même des petites solutions qui commencent à apparaître aujourd'hui sur le marché, il faut pas s'en faire. Et vous, justement, sur les types de clients que vous approchez, les types de solutions que vous proposez, est-ce que vous pouvez peut-être nous en parler un petit peu plus pour qu'on saisisse alors du coup, votre quotidien? Ouais, c'est ça. Donc en gros, on a plusieurs thématiques, comme j'expliquais. Bon, il y a l'aspect sécurisation, dont tout le monde parle depuis le début, que ce soit l'AI, réputation, etc. Il y a l'aspect purement artistique, donc des personnes qui sont porteurs de projets NFT, qui viennent nous voir, qui savent pas comment faire. On va leur fournir un service clé en main, c'est-à-dire leur créer carrément leur NFT. D'accord. Il y a aussi l'aspect stratégie de communication, on en parle. Qu'est-ce qui va faire qu'un produit va se valoriser? C'est l'offre et la demande. Si tout le monde en parle, qu'il y a de la rareté, forcément, la valeur du produit, elle va augmenter. Et parce que là, on développe aussi un peu l'économie de la rareté, forcément. Ah, mais là, les NFT, c'est clairement que ça. C'est la hype. En tout cas, pour la partie NFT, c'est la hype à 2000%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui fait mécaniquement, c'est des leviers mécaniques il y a plein de processus que j'explique, notamment sur certains articles LinkedIn, etc., de qu'est-ce qui fait qu'un NFT va se valoriser ou pas. Il y a vraiment plein de trucs. Pareil pour des crypto-monnaies. Il y a plein de paramètres à prendre en compte, quoi. Vous preniez des exemples de la culture, de la musique. Ouais, là, par exemple, sur la culture, il y a plein de choses à faire. Là, on est en discussion avec des musées notamment, où on va essayer de fabriquer des NFT adossés à des œuvres réelles. Il y a des histoires de musique aussi, où en fait, il y a un artiste canadien dont tout le monde a entendu parler de cette histoire. En 57 secondes, il a fait $1 million de bénéfices grâce aux NFT. Incroyable. Donc voilà, ça, c'est ce genre de choses où en fait, aujourd'hui, ça va disrupter l'économie, ça va rabattre les cartes, où en fait, on va se servir de la communauté pour financer de ses propres projets. Et ça, c'est incroyable. Rien que ça, je trouve ça vraiment incroyable. Alors, on a bien saisi le potentiel de la blockchain, des NFT, et vous parliez tout à l'heure de la métaverse. Ça, c'est... rattrape. C'est un peu l'Internet de demain. On parle de blockchain, de tous ces produits qui sont là et qui arrivent déjà. La métaverse... Alors ça, c'est super intéressant. Finalement, intégrer la blockchain et les NFT, c'est ça, c'est en fait l'économie de demain. En gros, comme je disais, les NFT, c'est la porte d'entrée à la métaverse. On peut dire ça. Bon, après, c'est peut-être un abus de langage. Qu'est-ce que la métaverse déjà? Parce que... En gros, c'est juste c'est un monde digitalisé. C'est pas plus compliqué que ça. C'est juste, c'est un peu comme le film Ready Player One. Ouais. C'est pas plus compliqué. C'est ce qu'on pensait de la science-fiction il y a quelques années et ça devient réel aujourd'hui. Okay. Donc en gros, c'est vraiment un CTRL-C, CTRL-V du monde réel dans le monde virtuel. Voilà. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Voler, manger, enfin quand je dis voler au sens premier du terme, attention, construire des bâtiments, je veux dire en fait c'est toute une nouvelle économie qui se développe. Demain on pourra créer le Airbnb de la métaverse. D'accord? On va créer des musées, on va créer des cinémas. Je suis sur un projet, on est en train de recréer un Netflix 2.0 où en fait il y a des gens qui vont du coup parier sur le potentiel d'un film. En pariant sur le potentiel d'un film, ils vont nous permettre de le financer. Ils récupèrent une part des royalties. D'accord? Et à la diffusion du film dans la métaverse, en fonction du nombre de viewers, les gens vont se répartir les bénéfices. C'est incroyable, c'est une économie circulaire en fait où tout va être très très vertueux, très fructueux, etc. Donc après, bien sûr, il y a des limites à tout. C'est pas tout beau, tout rose. Il y aura forcément des dérives. Je sais pas encore quelles vont être les dérives plus tard, mais voilà. On voit que beaucoup de cartes seront peut-être distribuées à l'avenir sur ce nouveau marché. Je vous propose de passer à cette séquence de questions-réponses. Ils ont des questions à vous poser, vous allez leur y répondre. Combien représente le marché crypto? Est-ce utile de proposer ce moyen de paiement pour mon commerce? Alors on en a un petit peu parlé, mais le marché crypto, ça représente combien à peu près en termes de valorisation? C'est plusieurs trilliards déjà aujourd'hui, ça vaut plusieurs trilliards. Mais en vrai, encore une fois, cette question, c'est la pertinence de est-ce qu'il y a assez de clients qui ont envie de payer en crypto? Quel est l'intérêt pour votre société d'accepter de la crypto-monnaie? C'est très complexe, comme l'expliquait Claudia, ne serait-ce qu'en termes de fiscalité. Ça se trouve, au moment même où vous avez accepté une crypto en particulier, elle s'est dévaluée de plus 50% en espace de 2 mois. Finalement, vous avez perdu de l'argent dans l'histoire. C'est tendancieux comme sujet. J'ai envie de vous dire, c'est entre vous et vous-même, quoi. Et trouver surtout, peut-être surtout sur le côté fiscalité, des professionnels qui sont capables de vous accompagner, mais sur ce volet-là spécifiquement. Parce que je suis pas sûre qu'il y en ait énormément aujourd'hui. En fait, on ne sait pas les catégoriser. C'est juste un crypto-actif aujourd'hui. C'est un sujet qui est vraiment complexe. C'est dans la même veine la prochaine question. Est-ce que le commerce de demain va fonctionner avec des monnaies diverses et variées qui sont indépendantes, donc des crypto-monnaies? Ça pose aussi le problème de la monnaie, la souveraineté de la monnaie. On voit la BCE qui justement a des projets de crypto là aussi. Est-ce que ça, c'est une excellente question. Et ça va bouleverser, si c'est le cas, l'ordre économique de demain. C'est en train. J'ai envie de dire. C'est déjà en train. C'est en train. Toutes les réglementations qui sont en cours, c'est pas pour rien.
le fait effectivement que pas mal de banques essaient de créer des crypto-monnaies qui leur soient rattachées, c'est pas pour rien non plus. Et il y a un gros vide en fait qu'on essaie de combler aujourd'hui. Et puis effectivement, on en parlait tout à l'heure, le fait qu'il y a pas mal de pays émergents qui justement sont vraiment en pointe sur tout ce qui est crypto-monnaie aujourd'hui, qui se rendent compte de tout ce que ça peut leur apporter au quotidien pour leur faciliter la vie. Moi, je pense que là, il y a un vrai tournant effectivement actuellement. Comme dans tout, en fait, genre le principe d'une monnaie, c'est qu'il faut qu'elle soit liquide. Pour qu'elle soit liquide, ça veut dire qu'il faut que les gens acceptent cette matérialisation de la transaction comme quelque chose dans lequel ils ont confiance. Il faut revenir vraiment au basique de ce que c'est une monnaie. S'il y a une justification intrinsèque de ce service-là, la crypto-monnaie a nécessité d'exister. C'est pas plus compliqué. Donc de là à créer des centaines d'écosystèmes parallèles, etc., je vois pas l'intérêt. Mais créer un système de service fluidifié par une crypto-monnaie appliquée à ce service, il y a un intérêt. Là, par exemple, il y a une crypto-monnaie qui est sortie récemment qui permet de simplifier les échanges de transactions entre des hedge funds sur de la crypto. Ça, c'est un potentiel vraiment incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe quel client peut, en quelques clics, vraiment accéder à la réelle information de où est-ce que le hedge fund a investi, comment il a investi, dans quoi l'argent est parti. D'accord. Oui, donc on a là effectivement Voilà, il y a plein de choses comme ça. En fait, c'est la philosophie même à la base, c'est que les détenteurs de crypto reprennent la main et sont pleinement responsables de ce qu'ils détiennent en fait. C'est aujourd'hui quand vous détenez des crypto-monnaies, c'est pas la banque qui est responsable des fonds, c'est vous-même en tant qu'adulte qui êtes responsable des fonds. Et par rapport à vos choix en termes de projet, c'est la même chose. Hein. On est vraiment là-dedans. Troisième question, en tant que commerçant, qu'est-ce que je dois retenir de la blockchain aujourd'hui? Comment ça va finalement devenir une réalité si je dois peut-être l'adopter? On y a répondu un petit peu, mais quel est le potentiel finalement de la blockchain quand je suis commerçant, que j'ai une boutique dans une rue et que j'ai un commerce local? En gros, encore une fois, ça dépend du commerce et de ce que la personne fait. Encore une fois, s'il y a une demande qui vient de la part de vos consommateurs sur la traçabilité, Mastercard propose ce service qui est très intéressant. Pour donner de la confiance aux consommateurs. Exactement. Et puis soi-même, en tant que commerçant, avoir confiance dans les produits que l'on met sur son étalage et que l'on a pu acheter auprès de producteurs. Le dispositif que Mastercard propose permet effectivement de créer cette confiance et donc de faire en sorte que le commerçant soit parfaitement à l'aise et n'encourt pas de risque de mettre sur le marché des produits qui créent des dégâts. On nous pose une autre question au sujet de la comptabilité. Que devient la comptabilité si les transactions se font dans différentes monnaies? Ça, en fait, c'est une bonne question, mais en fait, c'est que quoi qu'il arrive, il y a un compte bancaire, il y a ce qu'on appelle un wallet dans lequel va être réceptionnée la monnaie. Après, c'est un jeu d'addition et de soustraction. Il y a plus qui rentre, moins ce qui sort, mais à la fin, ça reste un crypto-actif. Oui. C'est pas plus compliqué que ça. Qu'on est capable après de convertir tout simplement. Qui est la note, exactement. C'est l'euro. Exactement. Donc derrière, en fait, le compte est bon quand on le convertit en euros, c'est ça? Ouais, c'est exactement. On tient compte de la fluctuation. Oui, bien sûr. Tout dépend de la valeur de la crypto qui se dévalue, qui se valorise, etc. Bien évidemment. Mais c'est attention à la fluctuation et c'est important de le rappeler. Peut-on mettre en cohérence une activité blockchain avec un marketing green? Ah oui, il y a clairement une application monstrueuse à ça. Ouais. J'ai eu l'exemple la semaine dernière, j'étais à la Fashion Week Dubaï. D'accord. Et en gros, il y a une marque qui se veut être écologique, etc. Et pour prouver son système circulaire, où en fait, ils vont récupérer des tissus qui n'ont pas été utilisés ou des vieux habits, qui vont recycler en habits nouvelles pièces totalement. Le processus est 100% vert. Ils utilisent que des matières naturelles, etc. Ils économisent de l'eau, etc. Et donc, du coup, pour prouver aux consommateurs que tout le processus a été respecté et que leur pièce est bien évidemment issue d'un recyclage, et ils ont utilisé la blockchain. Et c'est pourtant tout le procès qu'on fait aussi à la blockchain, et notamment aux crypto-monnaies, qui consomment énormément d'énergie. Alors, juste pour temporiser, on parle surtout du Bitcoin qui est très, très consommateur en termes d'énergie, parce qu'en fait, ça demande beaucoup d'énergie pour justement sécuriser la blockchain. Parce qu'en fait, le mode de validation est consommateur d'énergie sur Bitcoin. D'autres blockchains demandent beaucoup moins d'énergie. Après, effectivement, c'est un sujet. Et l'idée, là, il y a de plus en plus de protocoles qui essaient d'alléger un petit peu les choses, c'est d'arriver à quelque chose qui soit le moins énergivore possible pour qu'il y ait le moins d'impact possible. C'est le protocole qui sollicite des serveurs qui eux-mêmes ont besoin d'énergie. C'est ça, en fait. C'est qu'en fait, les blockchains, comme on dit, c'est une technologie qui sert à appliquer différents champs.
L'idée, c'est que il y en a qui sont plus ou moins consommatrices d'énergie, comme elle a expliqué. Il y en a qui sont plus ou moins optimisées. Quand on parle d'optimisation, en fait, il y a un truc aussi dont on parle pas depuis tout à l'heure qui est important sur les crypto-monnaies, c'est ce qu'on appelle les gas fees. Comme on parle de chaîne de validation, chaque personne qui intervient dans chaque nœud est récompensée pour son travail dans la blockchain. Et donc ça aussi consomme de l'énergie. Et donc, comme on l'expliquait, le Bitcoin, qui est un des plus voraces aujourd'hui, c'est une des raisons pour lesquelles potentiellement, ça pose des problèmes environnementaux. On a balayé beaucoup d'enjeux et beaucoup de sujets. La conférence du Bureau d'eau avait pour thème blockchain, avantages et enjeux pour votre entreprise. Quels seraient les messages là que vous avez à faire passer de façon très synthétique à celles et ceux qui nous ont suivis pour peut-être résumer tous ces avantages et ces enjeux que nous avons balayés, Julien? Oui, je dirais que la blockchain est un fantastique outil qui permet finalement de générer de la transparence, de la confiance et de la sécurité. Donc, transparence, confiance et sécurité, Claudia? Moi, je dirais, il faut vous y intéresser maintenant pour pas rater le train, quoi. Tout simplement. Important, très bien. Et c'est important de le rappeler, Miloud. Comme toute nouvelle chose, il y a du bon comme il y a du mauvais. Là, l'objectif, c'est de vous donner de l'information. On a parlé de la partie sécurisation de votre image pour éviter de demain perdre parce que vous n'aviez pas l'information aujourd'hui. Je vous conseille vraiment de vous intéresser au moins à ce volet en tant que commerce, ne serait-ce que regarder ce que c'est qu'un nom de domaine en crypto, ne serait-ce que regarder ce que c'est... voilà, ce genre de questions-là, il faut s'y intéresser, au moins apprendre pour avoir l'information. N'ayez crainte si bien vous ignorez encore tout ce sujet. Il y a des spécialistes et des équipes qui vous accompagneront. Ça commence bien sûr par une expérience comme celle-ci des Digital Days avec des tables rondes. Ça se poursuit avec des personnes comme vous, Claudia, comme vous, Miloud, ou vous, Julien. C'est ainsi que cette deuxième conférence sur la blockchain se referme. Je vais vous retrouver dans un peu moins de 40 minutes à 16h pour la troisième et dernière conférence sur le e-commerce, les facteurs clés de succès de la vente en ligne. Nous aurons également le plaisir de recevoir 3 experts, 3 invités qui viendront répondre à ce sujet et qui vous donneront quelques pistes de réflexion et des solutions qui vous seront présentées. Je vous invite, puisque vous le savez, vous avez jusqu'à 19h pour prendre des rendez-vous avec notre vingtaine d'entreprises qui ont répondu présentes pour justement vous présenter vos solutions, pour vous accompagner, pour vous conseiller. Vous avez jusqu'à 19h pour aller justement à leur rencontre sur ce format des Digital Days 100% digital. Merci Julien, merci Claudia, merci Miloud, merci à tous les trois d'être venus ici. L'invitation de la CCI Paris Île-de-France qui organise cet événement ce jeudi 2 décembre. Et quant à nous, on se retrouve pour cette troisième conférence à partir de 16h. À tout à l'heure.